ça fait 12 ans que je travaille sur la sobriété, un peu plus de 12 ans, avec d'autres chercheurs qui sont dans la chaire, que je vais nommer, Isabelle Robert, Hélène Gorge, de Toulouse. Ça fait aussi plusieurs années qu'on vient en parler ici, et on en parle doucement, en évoquant la terminologie du moins. Consommer mieux, produire mieux, c'est bien, mais consommer moins, produire bien moins aussi, il faut poser cette question. Et en fait, cette année, le mot est sorti. Le mot est là, il est posé. Il aura fallu du temps et c'est normal en fait. Je vais vous expliquer pourquoi c'est pas un hasard qu'on parle de sobriété cette année. Alors, la sobriété, c'est un sujet qui est complexe, c'est un sujet qui est compliqué à manier, scientifiquement déjà, et puis ensuite politiquement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est très contre-intuitif et contre-productif, il est vécu comme ça. C'est un angle mort dans beaucoup de domaines scientifiques, notamment aussi en marketing et en sociologie de la consommation. Il est difficile aussi à accepter dans la société actuelle parce qu'il véhicule en fait un imaginaire qui est assez négatif. Quand on parle de sobriété, on a plutôt des connotations autour du peu, des bons de rationnement, en gros l'entrave à jouir et à profiter. Il fait aussi partie un peu des sujets tabous. Il remet en question en fait la notion de l'abondance. Et ça, c'est profondément quand même ancré dans la modernité et intimement lié finalement à tous les discours sur le progrès technologique et social, sur l'émancipation de soi par la satisfaction matérielle. Alors, ça veut dire qu'en fait, cette abondance qui est au cœur de nos vies contemporaines, elle est bousculée par la notion de sobriété. Ça la bouscule et en fait, ça déconstruit sa réalité. Et la sobriété, pourtant, c'est devenu une des grandes thématiques qui traite de quoi ? Qui traite de la finitude des ressources, de la décélération dans l'exploitation du vivant et de la réduction, d'une réduction inéluctable. C'est ce qui nous préoccupe là pendant les journées des Fashion Green Days. Il faut voir une chose, c'est que la sobriété, elle fait aussi sens quand on parle de gestion de la pénurie. Et donc, c'est aussi pour ça qu'au cours de ces derniers mois, et en particulier au cours de ces dernières semaines, vous avez pu entendre à nouveau parler en fait, de la sobriété, et en particulier de la sobriété énergétique. Notamment, je vous renvoie à des très beaux articles de presse qui sont sortis au cours des derniers jours dans le monde, notamment un article de Bruno Villalba avec qui j'ai eu le plaisir de travailler en 2010. C'est un spécialiste de la sobriété énergétique. Alors, et évidemment, Annick l'a mentionné tout à l'heure, en fait, pourquoi le mot est posé, c'est parce que dans le rapport du GIEC, on a enfin parlé de sobriété cette année, et particulièrement, là encore, dans le rapport d'évaluation et dans le 3e volet qui vient de sortir le lundi dernier, on parle de la demande et les chercheurs disent que les changements socioculturels et des modes de vie sont un levier pour accélérer finalement l'atténuation du dérèglement climatique. Donc voilà, on y est, on parle de sobriété, comme disait Sartre, nommer c'est faire exister, mais à partir de là, qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, je ne vais donc pas vous faire l'affront de revenir sur l'urgence climatique, sur l'anthropocène, etc. En fait, la question, c'est pas de soulever la pertinence en fait, de la sobriété, mais d'éclairer ce que c'est que la sobriété dans la consommation, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, et comment elle se pratique, et est-ce qu'elle a un potentiel de diffusion dans la société. Alors ça fait beaucoup de questions, donc je vais être un peu longue, je suis désolée. Je vais m'appuyer sur des recherches qu'on a menées en adoptant une démarche un peu de sociologie pragmatique. Alors c'est quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là ? Ça veut dire qu'en gros, on va discuter avec les gens, on discute avec les acteurs de la sobriété, en l'occurrence plutôt avec ce qu'on appelle des consommateurs. Moi, j'aime pas trop les appeler comme ça, je les appelle des gens qui s'engagent en fait dans des pratiques de sobriété. Mais on fait tout ça en n'oubliant pas que ça s'inscrit en fait dans des pratiques sociales, dans des normes, dans une société en fait qui a son propre mode de fonctionnement et qui du coup encastre en fait ces pratiques individuelles. Je vais faire appel à 2 recherches en particulier. Une recherche qui a été commencée en 2010, qui a été publiée en 2014 et qui examine le sens que les individus donnent à la notion dans leur pratique et ce que nous, on a ensuite qualifié de chemin de sobriété. L'idée, c'était de comprendre comment concrètement les gens avançaient en fait dans leur pratique de sobriété. À l'époque, c'était un peu étonnant, mais on était en marge en fait d'un projet où justement il y avait Bruno Villalba qui traitait uniquement de la sobriété énergétique. Et d'ailleurs, en fait, c'est souvent sous cette notion spécifique qui est utilisée.
Elle a été notamment beaucoup soutenue à l'époque par les travaux de Négawatt. Et d'ailleurs, dans le rapport du GIEC, on parle beaucoup. C'est plutôt de la sobriété énergétique dont on parle. C'est pas étonnant, en fait, c'est parce que c'est celle qui est la plus fournie en littérature scientifique. Donc à l'époque, on s'était dit, mais enfin, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un pas de côté par rapport à cette sobriété énergétique et l'imaginer plus globalement comme une réduction générale de son schéma de consommation et puis à partir de là, aller voir les gens qui avaient tendance à faire ça et leur poser des questions. Là où on a essayé d'être un peu novateur, c'est qu'on s'est dit, en fait, on les connaît, en fait, ces consommateurs qui décident de réduire leur schéma de consommation. Alors, à l'époque, on ne les qualifiait pas vraiment de sobres, ils se reconnaissaient sous d'autres termes comme la frugalité, comme la décroissance, comme le retour à la terre. Enfin, il y avait pas mal de mouvements. Donc ça, on les connaît, c'est des convaincus. En sociologie, on les avait étudiés. D'ailleurs, on les a fait souvent un peu qualifiés de marginaux, voire de militants, un peu dans le mouvement d'ailleurs de Pierre Rabhi. Ce que nous, on a été voir, c'était aussi les consommateurs contraints, c'est-à-dire ceux qui ont été obligés de réduire leur consommation générale à cause de contraintes économiques fortes. Alors c'était par exemple des gens qui perdaient leur emploi, des gens qui divorçaient, des accidents de la vie. Et donc on s'est intéressé à ce qu'on appelle un consommateur précaire. Ça c'était nouveau et en fait qu'est-ce qu'on voulait faire? On voulait vérifier comment finalement, quand la sobriété s'imposait de manière radicale aux individus, comment est-ce que ces individus peut-être moins équipés à la recevoir s'en accommoder et comment finalement ils allaient la déployer dans leur vie quotidienne. Alors, globalement, qu'est-ce qu'on cherche à faire? C'est d'avoir une définition endogène de la sobriété. C'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on définit les choses comme ça, le potentiel de résonance, d'adhésion, de diffusion finalement de ces pratiques, il est beaucoup plus grand que quand on définit un peu a posteriori ou de façon exogène et que les gens sont obligés de se rattacher à une définition qui leur est imposée. Il y a je vais vous parler aussi d'une autre recherche qui est beaucoup plus récente pour le coup, dont vous avez peut-être déjà entendu parler dans les médias au mois de février. C'est plutôt finalement une opération de sensibilisation qui a été financée par l'ADEME et qui s'appelait « Oser changer, mieux consommer et vivre plus léger ». C'était une opération sous l'égide du service consommation de l'ADEME, donc c'est le service Pierre Galliot avec Marianne Bloquel et Émilie Spisser. Et l'idée, c'était d'accompagner 21 foyers volontaires, témoins, qui étaient prêts en France à laisser entrer chez eux des professionnels du rangement pour les accompagner et leur permettre d'inventorier, de trier et de désencombrer 6 catégories d'objets. Alors, qu'est-ce que c'était? C'était du mobilier, des vêtements et chaussures, bricolage, des jeux et jouets, des équipements sportifs et tous les objets électriques qui se branchent. Imaginez vos intérieurs, vos habitats, vous voyez à peu près ce que ça représente, d'accord? L'objectif, c'était quoi? C'était par le biais du désencombrement d'aller voir si on pouvait faire prendre conscience aux gens de leur schéma de consommation et d'engager des pratiques sobres. Et avec ma collègue et professeure à Paris-Dauphine, Valérie Guillard, qui est aussi une spécialiste de la sobriété, on a pu suivre en fait cette opération et donc je vais aussi la mobiliser pour vous en parler. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ces deux recherches et qu'est-ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui? 1, la sobriété, c'est un cheminement intellectuel, mais c'est aussi très empirique. C'est-à-dire, ça commence par la prise de conscience de l'accumulation matérielle. Alors, dans la recherche des débuts des années 2010, là, on s'était déjà bien rendu compte que la sobriété, ça vous engage à faire quoi? À définir et à contrôler vos envies de consommer. Alors, l'envie de consommer au sens du sociologue Bauman, c'est-à-dire l'envie de consommer pour consommer. Alors, le début d'un chemin de sobriété, c'est quoi? C'est se détacher de ce que nous, on a appelé la posture du tout avoir, c'est-à-dire faire le deuil, et là, j'utilise pas ce mot de façon légère, c'est pas qu'une métaphore, faire le deuil de notre capacité ou de notre volonté à acheter sans mesure. Alors donc pour des raisons qui peuvent être des raisons philosophiques ou économiques. Donc c'est un processus de distanciation, c'est une remise en question en fait de l'abondance et donc de l'accumulation matérielle. Et en fait elle est là la clé d'entrée pour la sobriété, c'est une clé d'entrée puissante et ça, l'opération Oser changer, ça démontre que c'est par là qu'on y arrive, c'est-à-dire qu'on
qu'est-ce qui s'est passé lors de l'opération aux échangiers? On a orchestré, en fait, la mise en visibilité de l'accumulation matérielle dans les foyers. Alors, on avait affaire quand même avec des foyers qui s'étaient portés volontaires. Ils ont une sélection, c'était comme une embauche. Ils étaient nombreux, hein, plus d'une centaine. On en a sélectionné 22 à l'époque. Alors, ça a été fait avec un cabinet, évidemment. Et ce sont des gens qui se déclaraient avertis, sensibilisés aux problématiques environnementales, qui présentaient des niveaux d'études assez élevés. Et en fait, tout au long des activités de tri, de comptage, de délaissement, pourtant on les avait préparés, facilités en amont, il y avait des home organizers à la maison. En fait, ils ont rencontré énormément de problèmes et ça a été très compliqué de désencombrer. Je vous donne quelques chiffres. On avait prévu 4 jours de désencombrement. En moyenne, ils étaient plutôt à 4 jours et demi, 5 jours, et sur certains foyers, jusqu'à 8 jours. Ils ont passé en moyenne, en dehors de l'accompagnement, jusqu'à 17 heures à compter leurs biens, leurs possessions. Et ensuite, les professionnels, elles faisaient un truc intéressant, elles mettaient toutes les possessions au milieu des pièces. Elles alignaient, par exemple, les chaussures, les vêtements, etc. Et alors là, en fait, ça agissait comme un révélateur de l'abondance et de l'amoncellement. Je vous donne d'autres chiffres qui nous intéressent ici un peu sur les chaussures et les vêtements. Sur les chaussures, on leur a demandé d'évaluer comme ça, a priori, combien ils en avaient, puis ensuite on les aura fait compter, puis on leur demandait aussi de combien ils en avaient besoin. Alors, sur les chaussures, sur les 21 foyers, on a entre 11 et 84 paires de chaussures pour les femmes et entre 9 et 32 paires pour les hommes. Et quand on entre dans la catégorie des vêtements, on a entre 128 et 531 vêtements pour les femmes et entre 74 et 284 pour les hommes. Je laisse ça poser là. Ce ne sont pas des chiffres qui sont si faciles à obtenir, d'ailleurs, hein, de façon générale. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, les consommateurs, les individus, on a massifié nos possessions, en fait. Et comme on a fait ça, on a quelque part aussi perdu une forme de contrôle de nos possessions. On a du mal à les maîtriser, en fait. Et en plus de ça, on a tendance à les sous-estimer, et de manière chronique. C'est-à-dire que quand on regarde ce qu'ils avaient déclaré avant, je reprends que la catégorie des chaussures, en moyenne, les adultes dans le foyer avaient pensé, ont concrètement 2 fois plus de chaussures que ce qu'ils imaginaient, et 3 fois plus que ce dont ils estimaient avoir besoin. Alors, à l'issue du désencombrement, je vous donne un nouveau chiffre. Sur ces 21 foyers, c'est 37% des vêtements qui vont sortir de la maison. Alors après, on leur a trouvé des solutions, c'est pas les jeter, hein, on trouve des solutions notamment dans l'économie circulaire, mais c'est plus d'un vêtement sur 3. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a un envahissement matériel. Alors moi, j'appelle même ça de l'emprise matérielle, en fait. Et le fait de voir remonter tous ces objets à la surface dans les espaces domestiques, ça donne lieu à une prise de conscience, et une prise de conscience qui est très brutale. Donc même s'ils étaient volontaires, ils disent quoi? C'est un choc. Il y en a qui disent je me prends une claque. Et à partir de là, en fait, la deuxième réaction qui arrive et des réflexions qui s'engagent, c'est mais comment j'ai fait pour en arriver là? Et donc là, on s'engage dans un chemin de sobriété qu'on a retrouvé déjà dans les années 2010 quand on discutait avec d'autres consommateurs. Ça m'amène au deuxième point. Le chemin de la sobriété, c'est pas linéaire en fait. Ça peut pas être linéaire. C'est une réflexion profonde qui est autour de 2 notions qui sont très subjectives, qui sont socialement construites, qui sont entremêlées. C'est celle des besoins et des désirs. Nos recherches qui étaient un peu plus anciennes, elles ont montré qu'en cheminant, en pratiquant, les individus ils vont se diriger vers 2 positions, 2 postures sobres. La première, c'est l'idée de réduire sa consommation sans avoir le sentiment de manquer. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler une position raisonnée, raisonnable. Et ensuite, l'autre position, c'est de se dire, il faut faut circonscrire ma consommation à ce qui est suffisant. C'est-à-dire accepter de me priver, mais sans opérer de sacrifice majeur. Ça correspond à une position autour de la logique de l'essentiel. Tiens, c'est un terme dont on a beaucoup discuté pendant les confinements. Donc l'essentiel, et on rejoint en fait d'autres positions qui sont la modération, la suffisance, la tempérance, qui sont plutôt des réflexions un peu plus philosophiques. Je parle beaucoup, je pense. Non, ça va alors, ok, merci. Alors qu'est-ce qui se passe? Où est la sobriété dans tout ça? En fait, elle est au milieu de tout, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe la plupart du temps quand on est dans un chemin de sobriété, c'est qu'on est aussi entre ces positions. En fait, on négocie tout le temps.
Pourquoi est-ce que c'est instable? Parce que la négociation, elle est multiple. On négocie avec soi-même, on négocie avec ses proches, ça peut être son foyer, ça peut être sa famille, ça peut être ses amis, mais on négocie aussi avec les normes de consommation de ce que nous on appelle le paradigme social dominant. C'est quoi? C'est en fait c'est toutes les normes, toutes les croyances, les valeurs et les habitudes qu'on a construit là tous ensemble depuis longtemps pour déterminer nos modes de consommation. Et le paradigme social dominant de la société de consommation, on l'étudie depuis les années 70, il a un certain nombre de critères. C'est quoi? C'est de l'individualisme, l'abondance matérielle, la croissance économique, la foi dans le progrès technologique et la domination de la nature. Ce qui fait que c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui, parce qu'effectivement, il y a un lien aussi avec le vivant. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de prendre ce choc personnellement, ce qui est intéressant dans les chemins de sobriété, c'est qu'il faut que les gens puissent relativiser ce choc en comprenant qu'il est aussi le produit d'une interaction entre ce que nous décidons et toutes les normes sociales, toutes les pratiques commerciales en fait qui transforment nos désirs en besoins. Alors ça, c'est pas forcément quelque chose de très nouveau, mais ça implique qu'il faut remettre en cause des évidences, comme l'idée de l'épanouissement par la consommation, comme l'idée même de la propriété. Et sur ces points-là, en fait, on voit que ces derniers temps, on commence à bouger. Vous allez me dire, oh là là, mais c'est vraiment pas du tout optimiste, on a parlé d'être un peu optimiste, ça a l'air d'être épuisant, cette histoire de sobriété. Et puis surtout, on nous a dit qu'on allait être heureux quand même avec la sobriété aussi. Alors, sur ce point-là en particulier, les deux recherches dont je vous parle, elles donnent aussi des informations. Et donc ça, c'est intéressant. C'est il faut être nuancé. Il faut être nuancé sur cette idée du bonheur, sur cette idée du bien-être. D'ailleurs, c'est un axe qu'il faut continuer à investiguer. Ce qu'on sait déjà, c'est que le chemin de sobriété, ça n'allie pas de manière immédiate une forme de libération des possessions au profit d'une forme d'élévation spirituelle instantanée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça va à l'encontre d'ailleurs des discours médiatiques qu'on entend et qui lient un peu spontanément, voire qui mettent en scène cette idée-là, avec une notion d'allègement matériel, de reconnexion spirituelle, de nouvelles formes de bien-être, etc. Donc là, je jette un coup d'œil appuyé sur le succès de Marie Kondo, par exemple, ou sur les autres téléréalités que vous pouvez trouver sur le rangement, sur la mise en exergue d'un mode de vie minimaliste, sur les raccourcis médiatiques qui finalement ont complètement vidé la notion de sobriété heureuse de sa substance pour n'en garder finalement que la terminologie. Donc, soyons pas trop pessimistes non plus, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de la culture populaire non plus, sur le fait de faire émerger la notion de sobriété dans nos foyers. Mais ce qu'il faut expliquer aux gens, sans leur mentir, c'est que la sobriété, c'est un cocktail d'émotions, au final, qui se combinent et qui ne se joue pas dans l'instantanéité. C'est un chemin qui est jalonné d'émotions mixées et mixtes, des émotions qui sont liées à toutes les activités qu'engendre en fait la sobriété, notamment par exemple le rapport émotionnel qu'on a par rapport aux objets qui ressortent de nos placards. Et donc on a aussi de multiples négociations dont je vous ai parlé. Clairement, on a des émotions négatives comme la frustration, la déprime, la nostalgie, la culpabilité. Et puis on a des émotions positives, heureusement, l'intérêt, la fierté, l'inspiration, la gratitude. Et en fait, ça se compense un peu. D'ailleurs, dans l'opération Aux échangés, on a mesuré tout au long de l'opération les émotions des uns et des autres. Et au final, c'est neutre. Donc on voit des effets de compensation. Alors, on ne va pas non plus se dire qu'on va atteindre la neutralité. Le discours autour du bien-être qui est en train de s'installer avec la notion de sobriété, il a quand même un fond et une substance. Mais il faut bien comprendre qu'il y a une corrélation entre la sobriété et le bien-être, mais il n'y a pas de lien de causalité en fait. Ça s'inscrit de façon plus générale sur des logiques de recentrage existentiel qui sont plus holistiques, où on voit d'autres pratiques d'ailleurs qui se mettent en place, des pratiques alimentaires, des pratiques de zéro déchet par exemple, et tout ça, ça s'encastre en fait plus généralement dans une sorte de redéfinition identitaire de son mode de vie personnel et même parfois professionnel. Alors, je pourrais m'arrêter là, j'ai peut-être encore 2-3 trucs à dire parce qu'on va parler du potentiel de diffusion finalement de la sobriété, parce que cette histoire de société de consommation, déjà Baudrillard dans les années 70, il en parlait, des désirs et de la confusion avec les besoins, donc on a envie de dire qu'est-ce qui a bougé depuis. Il y a pas mal de choses qui ont changé, quand même en termes sociologiques, notamment chez les consommateurs. Déjà les crises
Ça, on en parle, on va en reparler sans doute. On vient d'en parler à table ronde précédente, la situation géopolitique, tous ces impacts en fait sur la production mondialisée. Et en fait, les consommateurs le vivent dans leur quotidien, ça maintenant, hein, les ruptures dans les magasins, etc. Et en fait, la crise, ça peut être un moment positif. Là, je reprends les mots d'Edgar Morin, hein, qui dit que la crise, finalement, c'est un grand laboratoire d'expérimentation in vitro. Deuxième élément, la situation socio-économique, toutes les craintes liées au pouvoir d'achat. En fait, quelque part, on voit qu'il y a des freins, ça freine la consommation de façon inéluctable. Il y a des nouvelles mises en récit de l'urgence écologique. Il y a aussi des nouveaux ambassadeurs qui viennent de débattre des évidences dont j'ai parlé. Et en fait, finalement, il y a une forme aussi de normalisation de la critique de la société de consommation qui est quand même, qui s'installe en tout cas, qui existe. Il y a du recentrage culturel, en particulier dans les sociétés occidentales, ou sur l'idée qui va déconstruire un peu l'idée que la réalisation de soi, ça dépend uniquement de la satisfaction des désirs, et qui va se recentrer finalement sur un développement plus personnel, des quêtes un peu plus spirituelles, avec une valorisation assez existentielle du bien-être. Et donc, c'est pas pour rien que vous voyez actuellement la sobriété s'arrimer en fait à cette logique du bien-être. Ensuite, il y a des mises en réseau d'individus, parce que dans toutes ces recherches, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'en fait, pour tenir la sobriété, il faut être plusieurs, il faut qu'il y ait du collectif. Il faut qu'il y ait du collectif entre consommateurs, mais il faut aussi qu'il y ait du collectif institutionnel, il faut qu'il y ait des solutions qu'on puisse trouver aussi, notamment au délaissement. Et enfin, j'ai envie de dire, les consommateurs ont redécouvert leur possession. Ils intensifient toutes leurs pratiques de dons, d'échanges, de revente entre eux. Ils développent des compétences commerciales et finalement, ils en arrivent presque à évaluer leur possession comme des actifs qu'ils doivent valoriser, donc ils les font aussi ressortir de leur placard pour cette raison-là. Sans en faire un peu de teasing, parce que demain on reparlera de l'Observatoire de la mode circulaire, mais on a posé des questions sur des échantillons représentatifs de Français. Il y en a 42% qui nous ont dit qu'ils avaient fait un grand tri pendant le confinement. 43% qui nous ont dit que finalement, ils ont acheté moins de vêtements à l'issue de cette période et à l'issue de ce tri. Et 44% qui expliquent que finalement, c'est assez facile, voire tout à fait facile, de ne pas acheter de vêtements neufs. Et quand on est sur ce type de pourcentage, ça ne devient plus du tout anecdotique. Voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Maude. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou sur le chat en ligne? Alors, on va commencer par la salle. Oui, tout au fond. Alors, rapidement, pour laisser la place aux questions qui seront dans le chat, merci beaucoup, Maude. Merci pour la référence à Bruno Villalba aussi. C'est vrai qu'il a ramé pour imposer cette notion aussi aujourd'hui et qui arrive enfin dans le débat. Et voilà. Moi, j'ai une question. Souvent, les entreprises, mais aussi, j'allais dire, tous ceux qui veulent transformer la société, se disent il faut rendre désirable le changement aujourd'hui. Il faut le rendre attractif, séduisant. Et finalement, la notion de sobriété heureuse, comme une incantation, elle était censée répondre à ça. Dans ton analyse, c'est pas ce que tu dis. Est-ce que tu peux revenir sur, je dirais, les transformations existentielles, enfin, comment à un moment, des gens finalement font d'une contrainte un bonheur? Alors, merci pour ta question, Majdoline. Alors, en fait, ce que nous, on a vu dans nos recherches, c'est que la notion de sobriété heureuse, elle a été un peu dévoyée. C'est-à-dire qu'on fait croire qu'il y a des notions d'instantanéité et que parce qu'on se débarrasse des objets, on ira mieux tout de suite. Alors que c'est faux. On sait que c'est long, on sait que c'est un processus de distanciation, on sait que ça accumule en fait différentes formes. Et là, on commence à voir sortir les résultats, ce que j'expliquais d'émotion. Après, je pense, alors c'est peut-être ça va rejoindre plutôt ce qu'on a fait en 2010 justement avec Bruno Villalba, c'est-à-dire aller voir ce que les pauvres ont à dire sur la sobriété. Et en fait, là, c'était très intéressant parce que à ce moment-là aussi, il y a un discours sur la compétence, sur le fait d'être un malin, des discours qu'on retrouve par exemple dans le zéro déchet. Et qui rendent en fait aussi peut-être plus désirable
sobriété, et en tout cas qui la décloisonne des privilégiés, parce qu'il y a aussi ça, hein, je veux dire, qui est en jeu. Et donc, on va retrouver un discours sur une sobriété qui permet de se développer des compétences, de partager avec son voisin, de faire des rencontres, du lien social. Et en fait, je pense que quelque part, on voit que c'est plutôt autour de ça que maintenant ça s'articule un peu le bien-être et puis la sobriété. Merci. Il y a une autre question tout devant. Merci Maud. Moi j'aurais une question en fait. En effet, j'abonde totalement dans l'idée de la sobriété heureuse, mais finalement on se rend compte dans notre vie quotidienne que les personnes parfois défavorisés ou qui ont été contraints, comme tu le disais, de vivre la contrainte économique, la contrainte de la frugalité, etc., ont un besoin de possession et d'achat. Et comment est-ce que eux, ces populations, peuvent-ils vivre finalement la sobriété heureuse? Moi, je m'en rends compte souvent quand j'enseigne sur des classes un peu défavorisées. Au contraire, ce désir de possession et d'accession est important. Alors, merci Ariel pour ta question. Alors oui, quand on a travaillé sur ces populations précaires, il y avait une forme de souffrance en fait à devoir se détacher du tout avoir. Et à l'inverse, en fait, il y avait un mouvement inversé entre on va dire ceux qui étaient là par conviction et qui se mettaient en fait comme étoile inaccessible, l'ascète en fait. Et puis finalement les populations défavorisées qui elles se mettaient comme étoile inaccessible. Finalement, la consommation à un rythme un peu effréné. Voilà. C'est là que ça devient intéressant parce que nous, ce qu'on a examiné, c'est le moment où ils se sont rencontrés. Et sur ce moment-là, en fait, il y a chez cette notion de raisonnable, cette notion de faire bien avec peu, qui finalement est pour les privilégiés quelque chose, un moment de rencontre, en fait, où aussi les populations précaires se mettent à se dire mais oui, mais en fait, moi, ce que je fais, c'est pas quelque chose qui me met en dehors de la société, ça me ramène aussi un peu dans ce qui se fait actuellement. Donc les changements un peu aussi existentiels, structurels et identitaires, ils sont importants dans la dévalorisation finalement de la possession pour la possession en fait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Vous pouvez effectivement, ceux qui nous regardent, poser vos questions directement dans le chat. Je me retourne vers... Non, il n'y a pas de questions. Non, pas de questions dans le chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions ici? On peut prendre encore une ultime question. Oui. Bonjour, merci de ces exposés très intéressants. Là, vous nous parlez des humains, des consommateurs, des gens qui sont aussi des citoyens et puis qui ont toutes ces casquettes, mais individuelles. Comment on réconcilie ces changements profonds, personnels, philosophiques, avec le modèle de société qui est le nôtre, qui est quand même basé profondément là aussi sur la consommation, un modèle capitaliste et sur l'économie de la consommation? Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je veux dire, on va pas arrêter la machine, et c'est pas ce que j'ai dit. La machine ne s'arrête pas comme ça. Ce qu'on voit quand même, c'est que ce que j'ai appelé le paradigme social dominant, il est toujours dominant, mais il l'est quand même de moins en moins. C'est-à-dire qu'on voit des piliers de ce paradigme s'effondrer, et notamment... cette idée de l'abondance matérielle est quand même assez remise en question. Par contre, il continue à être très solide sur d'autres piliers, comme par exemple la foi en la technologie. On voit combien d'ailleurs on peut avoir ce pilier-là se renforce depuis un certain temps. Mais globalement, les changements sont pas radicaux. Il y a une évidence. Et en fait, la diffusion, elle est lente. Elle sera sans doute aussi lente que l'émergence du mot sobriété. Et en fait, et proportionnellement, il y a un très l'historien François Jarige, il a un petit peu fait l'historique comme ça de la sobriété et finalement
du fait que c'était une évidence avant le XVIIIe siècle et que depuis le XIXe siècle, XXe siècle, on a finalement complètement marginalisé ce concept, on ne se remet pas comme ça d'une dévalorisation aussi longue par une société de consommation, mais néanmoins on voit arriver en fait quand même des grandes tendances globales qui ont tendance à déstabiliser un peu quand même le paradigme social dominant. Donc c'est pas demain là, c'est pas le grand soir, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais à un moment quand même on commence à se poser des questions et puis il y a une forme d'activité très forte aussi des gens entre eux. Donc ça c'est quand même intéressant. Merci. Il y a une question dans le chat, c'est ça ? Oui, tout à fait. Une participante demande, pensez-vous qu'il y a un lien dans l'esprit des acheteurs clients entre la sobriété telle que vous l'évoquez et la sobriété dans l'élaboration des produits, à savoir peu d'étapes de transformation pour faire écho avec ce bien avec peu que vous évoquez, peu de couleurs, peu de process, etc. Très rapidement. Même si c'est une pas grande simple question. de répondre rapidement à cette question. Alors, en fait, effectivement, je parlais de pratiques annexes qui sont aussi des pratiques sobres, comme par exemple dans l'alimentaire ou par rapport à la réduction de ces déchets. Là, il y a des prises de conscience, en fait. Alors, on parlait de fétichisme du produit, j'en reparlerai peut-être demain d'ailleurs. C'est-à-dire, on oublie comment les produits sont faits, hein, c'est une vieille notion celle-là. Et en fait, par le biais des pratiques sobres, on a une meilleure connexion en fait avec ce que c'est qu'un produit. Et ce qui est aussi le cas finalement parfois dans les services marketing, c'est-à-dire on se remet à se reconnecter avec ce que c'était qu'un produit et à repenser en fait la production du produit, notamment dans des logiques d'éco-conception par exemple. Donc je réponds un peu à côté de la question parce que c'est difficile d'y répondre directement, mais oui, on observe quand même dans nos terrains une reconnexion avec ce que c'est que la production, ce que c'est que les composantes d'un produit, aussi parce que ces gens se remettent à faire beaucoup de choses par eux-mêmes. En forme d'autoproduction, donc pas forcément dans le circuit fermé des entreprises, quoi. Merci beaucoup Maude pour tous ces éclairages. On te retrouvera demain Merci aussi sur l'Observatoire de la mode circulaire. Tout à l'heure.